Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avions vu comment l'environnement et notamment la lutte contre le changement climatique ont été construits progressivement et par différents acteurs comme un problème public et a été inscrit à l'agenda politique. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel niveau la lutte contre le changement climatique peut avoir lieu. La lutte contre le changement climatique peut d'abord reposer sur des actions individuelles. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans un certain nombre de messages dans l'espace public. Par exemple, le slogan « Penser global, agir local », mais aussi l'histoire du colibri qui invite chaque personne à faire sa part, aussi faible soit-elle, contre le changement climatique. Ces actions individuelles sont utiles, elles sont indispensables, d'autant plus qu'elles peuvent provoquer des changements plus importants. Un changement de comportement d'une personne peut provoquer des changements de comportement dans son environnement, dans son entourage, mais quand cela se généralise, ça peut aller au-delà, ça peut pousser les entreprises à changer leur propre comportement pour s'adapter à cette demande d'une activité économique plus protectrice de l'environnement, plus respectueuse de l'environnement. Mais ces actions individuelles restent d'une utilité limitée. Tout d'abord parce que, sans incitation, sans contrainte particulière, ces actions ne concerneront pas l'ensemble de la population et peuvent même n'être mises en œuvre que par une minorité. Par ailleurs, les actions entreprises par les entreprises peuvent correspondre à des effets d'affichage où on met en avant une certaine qualité du produit qui permet à ce produit d'être respectueux de l'environnement et on cache toutes les caractéristiques du système de production qui, elles, ne sont pas respectueuses de l'environnement. Ou alors, on met en avant un produit qui respecte l'environnement, mais on continue de vendre à côté de ce produit, en parallèle, des produits qui sont peu respectueux de l'environnement. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir à un autre niveau, et notamment au niveau de l'État. Alors là, quand je parle d'État, je pense avant tout à l'État national. On peut penser au pouvoir public de façon plus générale, notamment aux collectivités locales, lorsque celles-ci ont un pouvoir assez important. L'action de l'État est donc nécessaire et même indispensable, tout d'abord parce que c'est l'acteur le mieux placé pour poser des incitations et des contraintes, à la fois pour les ménages et pour les entreprises, afin de provoquer un véritable changement des comportements plus respectueux de l'environnement. Sans, comme je l'ai dit, incitation et contrainte de la part de l'État, les actions respectueuses de l'environnement risquent de n'être réalisées que par une minorité de ménages et d'entreprises. Par ailleurs, l'État peut vérifier que l'action des entreprises ne se cantonne pas à un effet d'affichage, mais peut contrôler le processus de production de façon plus générale afin que ce dernier soit plus respectueux de l'environnement. Mais l'action de l'État est elle-même limitée. Sur ce graphique qui représente les émissions de CO2 en 2015, à la fois sur le territoire national, mais aussi l'empreinte CO2, c'est-à-dire les émissions de CO2 qui sont réalisées à l'étranger, mais qui sont liées à l'activité du pays, on voit qu'un certain nombre de pays, et notamment les pays développés, que ce soit ici les États-Unis, l'Allemagne ou encore la France, là, ont une empreinte CO2 plus importante que leurs émissions de CO2 sur le territoire national. Cela signifie que, en réalité, la consommation de ces pays repose sur la production d'autres pays où les contraintes environnementales sont plus faibles, ce qui conduit à des émissions de CO2 du coup plus importantes. On remarque d'ailleurs que justement des pays comme la Russie ou la Chine ont une empreinte CO2 plus faible que leurs émissions de CO2 sur le territoire national, ici par exemple, ce qui montre bien qu'une partie de ces émissions de CO2 est en réalité due à une production qui est destinée à la consommation d'autres pays.
Dans cette perspective, il est donc nécessaire d'agir au niveau international pour lutter contre le changement climatique. Il faut d'ailleurs évidemment mentionner le fait que le changement climatique est un phénomène global, mondial, qui ne se contente pas à un pays, et qu'il est important que chaque pays fasse sa part dans cette lutte contre le changement climatique. On ne peut pas se contenter de l'action d'une minorité de pays, de même qu'on ne peut pas se contenter de l'action d'une minorité de personnes, qu'il est nécessaire que tous les pays s'engagent de façon drastique dans la lutte contre le changement climatique. À noter dans cette perspective que l'Union européenne représente un échelon intermédiaire utile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, au sein de l'Union européenne, puisque les pays membres partagent un certain nombre d'intérêts et de valeurs, il est plus facile de trouver un accord dans ce cadre plus réduit que dans un cadre plus important, comme au niveau mondial. Il faut donc imposer des objectifs plus ambitieux. Par ailleurs, puisque l'Union européenne représente un poids plus important que chacun de ses États membres pris de façon isolée, elle peut exercer une pression sur les traités commerciaux plus importante et ainsi, lors de négociations internationales, permettre d'inciter plus efficacement les autres États à s'engager dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de CO2. Les négociations internationales se heurtent cependant à un certain nombre d'obstacles. Le premier de ces obstacles qu'on peut signaler, c'est le risque de passagers clandestins, ce qu'on appelle en anglais des freeriders. Le passager clandestin, en gros, c'est quelqu'un qui signe un accord pour réduire ses émissions de CO2, mais n'entreprend aucune action dans ce sens et se contente de profiter des actions et des efforts réalisés par ses partenaires. Donc le principe est très simple, je signe un accord et j'attends que les autres États fassent des efforts pour réduire efficacement leurs émissions de CO2 afin de lutter contre le changement climatique, ce qui va me profiter, mais moi je ne prends aucune mesure car cela pourrait impacter négativement mon économie. Individuellement, rationnellement, les acteurs, chaque État a intérêt en réalité à se placer dans une stratégie de passagers clandestins, puisqu'elle lui permet de bénéficier des avantages de la lutte contre le changement climatique réalisée par ses partenaires, sans faire le moindre effort lui-même, et donc sans poser aucune contrainte pour ces acteurs économiques et ces entreprises. Mais évidemment, collectivement, on a intérêt au contraire à ce que les États évitent cette stratégie, car puisque chaque État a intérêt à se mettre dans ce cadre-là, à ne faire aucun effort, on aboutit à une situation qui est clairement sous-optimale, qui est clairement à éviter, où aucun État ne fait aucun effort. Dans ce cas, on ne bénéficie pas des avantages de la lutte contre le changement climatique, puisque personne ne fait rien dans ce sens-là. Et on va aboutir à une situation où il sera trop tard, ce qui pour certains est déjà le cas, et où on sera obligé, du fait des changements climatiques, de prendre des actions plus importantes et plus coûteuses. Finalement, on est à l'égard du changement climatique un peu comme à l'égard de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Pour que l'action soit le plus efficace possible, elle doit être prise le plus tôt possible. Plus on tarde à agir, plus on se retrouve contraint à un moment donné de prendre des actions qui sont coûteuses et gênantes, en l'occurrence dans la lutte contre le coronavirus, de faire des confinements qui durent longtemps. Il est donc nécessaire, à un niveau global, que l'ensemble des pays agissent contre le changement climatique et prennent des mesures pour réduire leurs émissions de CO2. Mais on se retrouve alors avec la question de tous les pays doivent faire des efforts, mais comment répartir ces efforts? La question de la justice climatique.
On peut évoquer plusieurs arguments, plusieurs façons de le voir. Une façon simple de le faire serait de se dire chaque État fait les mêmes efforts, au moins en fonction de la population, naturellement. Et donc en gros, on donne à chaque État, ou en quelque sorte presque à chaque habitant, un certain nombre de quotas de CO2. On dit vous pouvez polluer du fait de votre population jusqu'à un certain niveau, mais vous ne devez pas émettre plus de CO2 que ce niveau-là. Le problème avec cette vision des choses, c'est qu'elle est valable à un moment donné en considérant tous les États égaux et que la seule différence entre eux est la taille de leur population. Ce qui n'est pas le cas, et un certain nombre d'États mettent en avant au contraire les inégalités dans la responsabilité historique et le fait que le changement climatique est certes un problème inscrit à l'agenda politique récemment, mais à un niveau scientifique, c'est un phénomène qui a commencé plus longtemps, notamment lors de l'industrialisation, de la révolution industrielle du début du 19e siècle dans les États européens. Par conséquent, les pays développés auraient une responsabilité plus importante à l'égard de la lutte contre le changement climatique. Il serait d'ailleurs plus facile pour eux de lutter contre le changement climatique au vu de leur niveau de développement que pour des pays justement en développement, pour qui cette question du développement peut devenir une priorité. Les États en développement ou les puissances émergentes vont alors demander à avoir des contraintes moins importantes que les pays qui sont déjà développés. C'est un argument qui se tient, mais dans ce cas, si la priorité est donnée au développement, il ne faut pas pour autant que cette priorité qui est donnée au développement soit totalement à l'encontre de l'environnement et donc de la lutte contre le changement climatique. Il est possible de concilier protection de l'environnement et développement et croissance économique. Clairement, on ne peut pas attendre des États en développement aujourd'hui d'emprunter le même sentier de développement que les États développés, notamment parce qu'ils ont à leur disposition pour se développer des technologies qui n'existaient pas au 19e siècle et ils peuvent donc emprunter une voie de développement plus respectueuse de l'environnement. Si vous regardez d'ailleurs tous les discours sur la croissance verte, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés, ces discours soulignent l'importance de, certes, lutter pour la croissance économique, mais en prioritarisant, en mettant en priorité les investissements pour des technologies respectueuses de l'environnement, de façon donc à concilier croissance économique et respect de l'environnement. Si vous regardez d'ailleurs les chiffres sur le nombre de voitures électriques qui sont vendues dans le monde, vous avez ici les chiffres entre 2014 et 2018, on voit clairement que la Chine se démarque par le nombre de ventes de voitures électriques, loin devant l'Europe et plus encore les États-Unis. Évidemment, ces chiffres devraient être rapportés à la taille de la population, mais puisqu'on compare quand même des ensembles comparables, la Chine, l'Union européenne et pas la France et les États-Unis, on voit bien à travers ces chiffres que le développement économique n'est pas un obstacle à la lutte contre le changement climatique.